Qu'est-ce qui a changé dans le panorama du traitement des LAM au cours des 5 dernières années? L'ASH de cette année est une bonne occasion de faire le point sur les différentes avancées. Comme vous le savez tous, ces 5 dernières années ont été marquées par l'approbation par la FDA de pas moins de 8 nouveaux médicaments dans l'ALM, c'était sans précédent depuis des années. Donc clairement, le paysage thérapeutique de la LAM a changé. Ce qui a changé d'abord, ce sont pour les patients qu'on appelle les patients fit pour la chimiothérapie, donc ceux qui reçoivent des traitements intensifs, pour lesquels le changement important, c'est l'intégration de molécules de traitement ciblées, comme les anti-FLT3 par exemple, qui sont déjà rentrés dans la routine du traitement de la LAM dans cette indication. De nouveaux anti-FLT3 de deuxième génération sont en cours d'investigation, là encore en association avec la chimiothérapie intensive. Et les inhibiteurs d'IDH, qui arrivent également sur le marché, sont en train d'être évalués de la même façon chez des patients qui reçoivent des chimiothérapies intensives avec la mutation. Donc ce qui est en train de changer finalement, c'est l'introduction de traitements personnalisés pour la prise en charge des LAM dès le moment du diagnostic. Et on a vu encore à l'ASH ici cette année une présentation d'une vaste étude américaine qui s'appelle BEAT-AML, qui consiste en fait à réaliser un panel d'oncogénétique dès le diagnostic et stratifier le choix du traitement des patients qui vont recevoir une thérapie ciblée associée avec le traitement conventionnel. L'autre chose importante de ces dernières années, qui est en train de prendre de plus en plus de champ, c'est l'évaluation de la maladie résiduelle, qui jusqu'ici était faite avec des marqueurs moléculaires qui étaient limités dans leur application et qui peut s'étendre maintenant avec de nouvelles technologies comme la cytométrie de flux, qui est déjà bien avancée, et plus nouveau encore, le NGS. Voilà. Donc toutes ces techniques sont en train d'être évaluées, mais vont nous permettre de mieux adapter le traitement au risque des patients. La deuxième partie, c'est avons-nous avancé sur le traitement des patients qui ne peuvent pas recevoir des chimiothérapies intensives? La réponse est là clairement oui également, avec l'arrivée du Venetoclax qui aux États-Unis en tout cas apparaît comme un nouveau standard de prise en charge en association avec le Vidaza pour les patients unfit pour la chimiothérapie, pour lesquels on attend avec impatience les résultats d'une étude de phase 3 qui est terminée maintenant et dont les résultats devraient arriver dans le courant de 2020. L'autre chose qui se passe pour ces patients, c'est maintenant de rajouter de nouvelles molécules sur ce nouveau backbone de Venetoclax et d'azacitidine. Et on a vu plusieurs présentations avec différents médicaments, avec une présentation assez intéressante avec un autre concept qui est des combinaisons de ce qui s'appelle novel combination. On prend deux nouveaux médicaments qu'on assemble ensemble et des résultats intéressants, encourageants, ont été présentés avec l'association de Venetoclax et d'Idazanutlin, donc deux molécules qui vont cibler l'apoptose. Donc beaucoup d'innovations, beaucoup d'études potentielles à faire et donc la chose importante pour les années qui viennent, c'est d'être en mesure d'intégrer ces innovations rapidement et ça va se faire par des études, des essais cliniques, donc il faut inclure les patients dans les essais cliniques et des initiatives qui sont en train de se proposer à l'échelle européenne, c'est de constituer des consortiums importants pour recruter beaucoup de patients dans le minimum de temps et avancer sur ces connaissances.